Ok, alors on commence le troisième cours des lois concernant Pessah. On était dans l'abdicat Hametz, dans la vérification du Hametz. Je rappelle en gros comment ça se passe. On nettoie avant Pessah. Le soir du 14, on vérifie. Après la vérification, qu'on va encore étudier quelques points. Après la vérification, on fait un bitoul. Bitoul, on va annuler le Hametz qui est en notre possession. Après qu'on va dormir, on se lève le matin, on va faire la prière. Et le matin, on va brûler le Hametz qu'on a trouvé ce qui nous reste du Hametz, ou ce qu'on a trouvé durant l'abdika, durant la vérification, ou ce qu'on a laissé de façon volontaire pour le repas du matin. On le brûle, et après le brûler, on fait la grande mitzvah qui, elle, d'après la majorité des poskim, des décisionnaires, c'est la mitzvah de la Torah, qui est l'annulation. L'annulation dans le cœur, qui est l'essentiel de ce qui est marqué dans la Torah, Tashbitu. Alors on revient maintenant à la vérification qu'on fait le soir. C'est après brûler le bitoul? Ouais, après qu'on ait brûlé, on fait le bitoul, on fait l'annulation. On revient à la vérification du soir. La vérification du soir, on a déjà commencé à étudier cela. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui est responsable d'un endroit public, une yeshiva, une école, ici en Israël, il y a tous les bureaux de l'État, d'accord? C'est des bureaux et des bureaux, une banque, d'accord? Le patron de banque Leumi ou de banque Apoalim ici en Israël, il est responsable de tous les centaines de guichets qui existent, de succursales, et du Hametz là-bas. Alors c'est le responsable de cet établissement qui doit vérifier. Évidemment, c'est difficile. Alors où il va faire des envoyés, des délégués qui vont aller vérifier. On va expliquer qu'il y a deux façons de faire, ou bien le responsable, par exemple moi je veux déléguer des gens dans ma maison, ou je veux maintenant, j'ai une maison en campagne, d'accord? Je veux déléguer maintenant quelqu'un pour aller vérifier là-bas. Alors le mieux c'est que je fasse la bracha près de mes délégués, et après les délégués vont faire la vérification. Ils sont rendus quittes par ma bracha, et moi je pense les rendre quittes. C'est à condition que moi-même je veux aussi aller vérifier. Mais si maintenant je ne vais pas vérifier, je suis le PDG de Banque Apoalim, et puis mes banques, tant pis, j'ai pas mal de PDG qui vont le faire à ma place. Ou quelqu'un, il est malade, à l'hôpital, il ne peut pas bouger de son lit, il ne peut pas faire la vérification. Il aurait bien voulu, mais il ne peut pas. Alors il fait des délégués. Dans ce cas, ce sera le délégué lui-même qui va faire la bracha. Ou si maintenant le responsable n'est pas là, par exemple la maison de la campagne n'est pas à 5 minutes d'ici, elle est à 1 heure d'ici, elle est à 2 heures d'ici. On ne veut pas faire maintenant la bracha, il va prendre la voiture, aller 2 heures. Alors le délégué, il va sur place et fait la bracha lui-même. En ce qui concerne le bitoul, l'annulation, là, l'annulation, comme on le verra ultérieurement, elle peut se faire n'importe où. Moi, j'ai du Hametz dans le monde entier, je suis PDG de, je sais pas moi, de IBM, d'accord, j'ai des succursales dans le monde entier. Je peux annuler de ma place, depuis mon île à Hawaï, je peux dire tout le Hametz qu'il y a en possession, il est annulé. Pas besoin d'être près du Hametz pour l'annuler, on peut annuler à distance. Donc, dans tous les cas, on fait des délégués pour la vérification, mais pas pour l'annulation. L'annulation, on peut annuler nous-mêmes. On doit annuler nous-mêmes a priori. Donc, les endroits publics, ce sera une façon de faire. Deuxième façon de faire, tout simplement, on vend un goy. On vend un goy, on vend les bureaux, on vend les banques, on vend tout cela à un goy. Et dans cela, c'est valable aussi, pas besoin de vérifier si on vend à un goy. Quelqu'un qui est propriétaire et qui doit des goyim, il doit aller vérifier? Non, du moment que tu loues un appartement, que ce soit un goy ou un juif, tu es déjà débarrassé de toute obligation. C'est celui qui loue, s'il est juif, qui doit vérifier. Par exemple, quelqu'un qui vend sa maison à un goy, parce qu'il vient passer ses vacances en Israël au bord de la mer Morte, d'accord? Alors il doit vérifier, quand il arrive dans sa chambre d'hôtel, il doit vérifier. S'il arrive la veille, c'est-à-dire le soir de la vérification, le 14 au soir, la veille de Pessah, il vérifie avec bracha, avec le nerf, dans sa chambre d'hôtel. C'est obligatoire, il n'a pas le droit de rester là-bas. Il arrive la veille de Pessah, c'est-à-dire le matin, juste avant Pessah, ou l'après-midi, 2-3 heures avant le soir du Seder. Quand il arrive, il vérifie. Bien que maintenant, le moment, la vérification est déjà passé depuis longtemps, et déjà maintenant c'est du Hametz, c'est interdit, il doit vérifier. La Mishnah dit très clairement, tu n'as pas vérifié au bon moment, tu vérifies le lendemain. Sinon pendant la fête, sinon même après la fête. Après la fête, parce que du Hametz, à propos de sur lequel la fête est passée, qui n'a pas été mis de côté, et qui n'a pas été éliminé, alors il est interdit à la consommation. Donc dans tous les cas, on doit vérifier quand que ce soit, on doit vérifier. Tu arrives à l'hôtel 2 heures, 1 heure, pendant Pessah, tu vérifies.
Oui. Il y a beaucoup de gens qui vendent leur maison, leur appartement, et c'est quoi le bon timing pour vendre? Est-ce qu'on peut vendre la veille de Pessah ou est-ce qu'on peut vendre 30 jours avant tu Pessah? peux vendre quand tu veux. Quand? Simplement, la vente, elle devient effective, avant le moment où nous transgressons l'interdit d'avoir du Hametz. C'est quand? Alors, je voulais en parler un peu plus tard, mais déjà tu m'en parles, on va voir. Le lendemain matin, comment ça se passe? Le lendemain matin, on a le droit de manger du Hametz. On peut manger du Hametz. Entre nous, c'est pas tellement conseillé, parce que on a encore plein dans les dents. Et dès là, le début de la 5e heure, fin 4e, 5e heure, après le lever du jour, l'aube, c'est marqué, ce temps-là est marqué dans tous les calendriers juifs, il dépend des pays et des endroits dans le pays. On compte 4 heures, on prend la journée, depuis l'aube jusqu'au lever des étoiles, les 3 étoiles, on prend cette distance, cette période de temps, on la divise en 12 parties et tu prends 4 heures. Fais un tiers de la journée. Après un tiers de la journée, en partant depuis l'aube, tu n'as plus le droit de manger du Hametz. C'est interdit des Rabbanan. Tu as le droit encore d'en profiter. C'est quoi en profiter? En donner à des animaux, en vendre à un non-juif. Tu as maintenant 100 bouteilles de whisky, tu les vends à un non-juif, c'est permis, tu fais de l'argent avec, c'est du Hametz. Le Hametz n'a pas le droit d'en profiter durant la fête de Pessah, c'est interdit. C'est un des interdits à propos duquel il est interdit même de profit. Mais durant cette période encore d'une heure, la 5e heure, tu peux encore en profiter. Dès que la 5e heure est finie, fin 5e, début 6e heure de la journée, interdit non seulement de manger ça depuis la fin de la 4e heure, mais aussi d'en profiter. Dès fin 6e heure, donc dès midi, c'est-à-dire dès le milieu de la journée, ça devient un interdit de la Torah. Et là, dès ce moment-là, tu ne peux plus rien faire avec ton Hametz, tu es en train de transgresser un interdit, tu ne peux même pas le vendre à un goy. Tu ne peux pas le vendre à un goy parce qu'il n'est plus à toi. Il est à toi dans la mesure où tu transgresses un interdit, comme si c'était ton Hametz, mais tu n'as plus de possession maintenant pour le vendre. Parce qu'il n'a plus aucune valeur. Vu que tu n'as pas le droit d'en profiter, il n'a plus aucune valeur, tu ne peux même plus le vendre. Donc la vente devra être effective avant la fin de la 5e heure du vendredi. Là, le rabbinat de l'endroit, d'habitude, sait comment s'y faire, et ils font cela exactement. Ou bien même ils vendent 2-3 jours auparavant, ils font la vente avec le goy, mais ils diront que la vente sera effective exactement à la fin de la 5e heure. Ok? Donc nous pouvons aller avant, quand on veut, on va chez le rabbin, on fait la vente, et elle sera effective au bon moment. Si quelqu'un quitte sa maison, on va dire 2-3 mois avant Pessah. Alors ça dépend, est-ce qu'il doit faire la vérification, oui ou non? S'il compte revenir avant Pessah, ou pendant Pessah, il est obligé, quand il quitte, on va dire à Hanouka, il quitte sa maison, il est obligé de faire une vérification avec une bougie le soir avant de partir. Parce que même s'il compte revenir 4-5 jours avant Pessah, on a peur qu'il ne va pas trouver de billet d'avion, il y aura un retard ou quoi que ce soit, et il arrive une heure avant Pessah, et toute la maison est pleine de Hametz, ça n'a pas fait l'abdika. Donc, quelqu'un qui part en comptant revenir avant Pessah à la maison, il est obligé de vérifier son Hametz avant de quitter la maison, même si c'est quelques mois avant. Si quelqu'un quitte sa maison en ne pensant ne pas être dans la maison durant Pessah, il ferme la clé, terminé, il revient qu'après Pessah. Doit-il vérifier, oui ou non? Ça dépend. S'il part 30 jours avant Pessah, c'est-à-dire à Purim, avant Purim, il ne doit pas vérifier. Il suffit de dire, il a lu là-bas du Hametz, il fera une annulation. Lui, il a son château en Espagne, il va en Espagne un mois par année au mois de juillet-août, il va là-bas en Espagne, il a plein de whisky qu'il aime bien boire, et de bière, etc., plein de Hametz. Alors, quand il ferme sa maison en Espagne, fin du mois août, il n'est pas obligé de faire une vérification. Il laisse comme ça, et ou il vend un goy sa maison avant Pessah, ou il annule. Parce qu'il n'a pas d'obligation de vérifier. L'obligation de Chazal de vérifier, elle devient effective que 30 jours avant Pessah. S'il a quitté sa maison en Espagne, son château en Espagne, pour les vacances février, il est allé là-bas, il est resté jusqu'après Purim. Après Purim, c'est dans les 30 jours qui sont avant Pessah, il est obligé de vérifier, bien qu'il ne sera pas là-bas à Purim. Il ne sera pas là-bas à Pessah. Mais vu qu'il est dans les 30 jours avant Pessah, il est obligé de vérifier avec la bougie, sans bracha. Parce que la bracha, on fait que si c'est la vérification qu'on fait le 14, la veille de Pessah, le 14 au soir. Si on fait une vérification auparavant, on l'a fait sans bracha, mais il doit quand même vérifier avec une bougie tout le Hametz qu'il y a dans sa maison. Conséquence pratique de ce que je viens de dire, messieurs qui quittez maintenant la yeshiva pour rentrer à Paris, pour Pessah, vous devez absolument vérifier vos armoires, qu'il n'y ait pas de Hametz dedans.
Nous, on vend la yeshiva. D'accord? Mais est-ce que je peux vendre maintenant ton Hametz qu'il y a dans ton armoire? C'est pas mon Hametz, c'est ton Hametz. Donc à toi maintenant, avant de partir, de le vérifier. Tu es obligé de vérifier c'est qu'il a yeshiva après Purim. Est-ce qu'on peut faire la vérif pour quelqu'un qui n'est pas là, par exemple? Oui, mais c'est bien que quand même tu lui parles au téléphone et on peut faire un délégué par téléphone. Il y a des gens qui doivent faire deux fois la ptika alors. Ceux qui partent par exemple, les touristes qui partent de chez eux, qui vont passer le Seder par exemple en Israël. Avant de partir de chez eux, ils doivent vérifier leur maison. Absolument. Quand ils arrivent dans leur hôtel, ils doivent vérifier leur chambre. Absolument. Autre solution, au lieu de vérifier, ils vendent. C'est valable aussi. Chaque chose qu'on vend, pas besoin de vérifier si on vend. On peut vendre et on vend que le Hametz, que veut vendre d'autres. Quand on vend une maison par exemple, on ne vend pas avec le Hametz dedans. Quand on vend une maison, on ne vend pas la maison. On vend que le Hametz qui est imbibé, collé, se trouve le Hametz qui est dans la maison. Collé dans les ustensiles, imbibé dans les ustensiles, ou le Hametz qu'on a. Tu as des biscuits maintenant, tu as du whisky, tu as de la bière. Tout ce qui est Hametz. C'est quoi Hametz? C'est bien qu'on en parle. Du Hametz, c'est n'importe quel produit qui a été conçu avec de la farine provenant des 5 céréales. Ou des 5 céréales eux-mêmes, qui ne sont pas broyées, qui ne sont pas encore en farine, qui ont été fermentées. Quelqu'un donne maintenant c'est Aura, je crois que c'est Aura, de l'orge. De l'orge, c'est une nourriture animale, d'accord? Il donne maintenant ça à son âne, il le mélange avec de l'eau, d'accord? Après quelques heures, l'orge devient fermentée, c'est du Hametz. Chaque céréale qui est fermentée, qui est donc en contact avec de l'eau pendant un certain temps, 18 minutes, au bout d'un moment, il fermente et devient Hametz. Tout cela doit être liquidé hors de la maison ou vendu au goy. Pour que la vente soit effective, il faut qu'il y ait la valeur au moins d'une prouta, comme je dis cela hier, d'un centime d'euro, qui est 5 ou 6 centimes juifs, 5 ou 6 agourotes, centimes de shekel, qui sont environ... Il y a une transaction effective. Il y a une transaction effective, on verra comment on la fait exactement avec le goy. D'habitude, on va chez un rabbin qui est notre délégué pour aller vendre cela au goy, qui va un autre rabbin qui va au rabbinat, et le rabbinat, ils font toute une vente, ils ont tous les papiers de tous les contrats de vente, et ils vendent tout ça au goy pour la période de Pessah. Est-ce que du vin, par exemple, pas cachère, c'est considéré comme du Hametz? Non, est considéré comme Hametz que les produits qui sont, ce que je viens de dire, un résultat des 5 céréales et qui ont fermenté. Qu'est-ce qui se passe pour, par exemple, les médicaments? Médicaments, parce que je dois maintenant jeter toute ma pharmacie de médicaments. Alors ça dépend. Si le médicament, il est fait uniquement de Hametz, c'est que du Hametz, obligé de s'en débarrasser. C'est tous les comprimés. Pardon? C'est tous les comprimés. Un moment. Je parle maintenant de ce qui fait que de Hametz. Les comprimés ne sont pas faits que de Hametz. D'habitude, il y a du Hametz, peut-être, il y a de l'amidon fait à base de blé, mélangé aux produits médicamenteux. Mais si tu as, je ne sais pas moi, des pilules je sais pas, un placebo par exemple, voilà, qui fait que de farine, ou tu as des pilules d'orge laxative, tu n'as que ça, tu n'as que du Hametz. C'est du Hametz Gamour, alors c'est certain qu'il faut l'éliminer. Il y a un seul cas où il est permis, si il est immangeable pour un chien. On parle de quel chien? Pas un chien gâté de nos maisons, un chien qui vit dans le désert, qui n'a pas mangé depuis 3 jours. D'accord? Comme ça de la Gemara dans Shabbat Kuf Nun Hey, il s'agit d'un chien désertique sauvage, d'accord, qui n'a pas mangé depuis 3 jours. Quand tu lui mets une pilule maintenant, un médicament, d'accord. Est-ce qu'il mange, oui ou non? S'il le mange, alors il faut s'en débarrasser. S'il ne mange pas parce que c'est pas bon, alors tu peux le garder. Ça c'est une chose qu'un chien qui n'a pas mangé depuis 3 jours ne peut pas manger, c'est plus considéré comme, bien que c'est du Hametz, c'est de la pâte fermentée, mais c'est un état tellement déjà de décomposition immangeable, c'est plus considéré comme du Hametz qui est interdit la fête de Pessah. Comment on peut savoir? Il faut imaginer, d'accord. Maintenant, si c'est du Hametz, ça c'est le Hametz à l'état pur. Si c'est du Hametz, c'est pas l'état pur, mais du Hametz qui est mélangé. Alors là, on descend d'un cran, vu que c'est mélangé, si c'est pas mangeable par la majorité des êtres humains normaux, une pilule d'aspirine,
Dedans, il y a un peu de hametz mélangé à de l'aspirine, d'accord? Ça se mange, t'aimes bien manger un repas de pilule d'aspirine? Ça se mange pas, d'accord? Pour les gens normaux. Donc il n'y a aucun problème à le laisser pendant Pessah. Le problème est si c'est oui mangeable par la majorité des hommes. C'est quoi? Par exemple, du sirop. C'est bon, tu as des enfants qui veulent encore du sirop, tellement c'est bon. Tu as ta pilule, ton aspirine, mais elle est enrobée d'une couche de sucre sucré avec du hametz, mélangé à du hametz. Il faut s'en débarrasser. Des vitamines. Vitamines, dedans un peu de hametz, c'est un bon goût, ça sucé, d'accord. Tout ce qui est mangeable par la majorité des êtres humains, bien que c'est mélangé, on doit s'en débarrasser. Si c'est pas mangeable par la majorité des êtres humains, pas besoin de s'en débarrasser. Donc c'est très simple. Quand c'est du hametz à l'état pur, il faut, pour qu'on puisse le garder, qu'un chien qui l'a pas mangé depuis 3 jours ne puisse pas le manger. Quand c'est du hametz qui est mélangé, il faut que la majorité des êtres humains ne puissent pas le manger. Mais il n'y a pas un risque malgré tout que pendant Pessah on en prenne? Et qui dit que c'est un problème? C'est pas un problème. Ça sert à interdit des rabbanan. On autorisera, si vous posez la question, pour quelqu'un qui est malade, c'est-à-dire au lit, il est permis de prendre un médicament dans lequel du hametz mélangé, si ce médicament n'est pas mangeable par la majorité des êtres humains. Ça c'est des rabbanan, on l'interdit pour quelqu'un qui est malade au lit, bien qu'il n'est pas en danger de vie ou de mort, il est permis pour un malade qui est au lit, alité, d'accord, pas qu'il a une petite migraine, il se met au lit, une grippe, une bronchite, une angine, d'accord, une vraie maladie, il peut pas se tenir debout, il doit se coucher. Dans ce cas, il est permis de transgresser interdit des rabbanan pour ce genre de malade. On peut interdire des rabbanan pour Shabbat, et ici, pour le cas de Pessah, on pourra lui autoriser. Ce hametz, celui qui est mélangé et qui n'est pas mangeable par les êtres humains, il n'est pas mangeable par les êtres humains, si on le mange, c'est interdit des rabbanan. Le garder sans le manger, on peut. Le manger, on peut le manger que si on est malade, alité. Si tu n'es pas alité, simplement tu as mal aux dents, maintenant tu veux un truc pour te calmer, tu as un mal de tête, dans ce cas-là, ça sera interdit. S'il y a un danger de mort, dans tous les cas, c'est permis. Évidemment, quelqu'un qui est en danger de mort, on le permet absolument tout. Ok, on repart un peu des médicaments comme... Alors, tout ce qui est crème, savon, détergent, dentifrice, parfum, tout cela, il n'y a aucun problème à le garder et même à nettoyer les casseroles avec, parce qu'aucun chien, même affamé depuis 3 jours, ne boit du parfum ou du détergent ou du savon. Alors pourquoi il D'accord. Bon. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont marqués là-dessus, c'est une khumra be'alma, pour nous il n'y a aucun problème, Sfaradim, on est plus maqués là-dessus, il n'y a aucun problème. Dentifrice, tu prends un dentifrice comme il faut. Tu manges du dentifrice? Un chien qui est affamé, il mange du dentifrice. Ok, si tu es affamé, alors tu prends un dentifrice cachère des Pessah. Sur le hametz, on a l'habitude de racheter tout, de l'huile, du sel, du poivre, alors qu'à priori il n'y a pas du tout de hametz dedans. C'est une khumra aussi. Aujourd'hui, au niveau de l'ingénierie alimentaire, il y a un peu de tout dans tout. Dans mon sel, il y a du hametz. Oui, bien sûr mon cher monsieur. Mon huile. Dans le sel, il y a environ 1% de hametz. Il est où? Le sel, il a tendance à se coller. Pour qu'il soit granuleux comme ça, que tu fais comme ça, on le mélange avec un peu de hametz. Oui mon cher monsieur. Le riz, dans ma société, le riz Uncle Ben, je fais un peu de pub maintenant sur internet, d'accord, qui ne colle pas. Il y a 40 ans. Comment on fait pour qu'il ne colle pas? Alors il y a je sais pas comment on appelle ça, en hébreu, une letita, comme ça s'appelle, on fait on l'enduit, il y a un système d'enrobage artificiel qui se fait avec du hametz. Donc il y a un peu de hametz dans tout. C'est très compliqué, il y a des chimistes qui font leur boulot toute l'année, le Badat sort un catalogue avec tous les médicaments, tous les aliments, qu'est-ce qui est caché, pas cher, qui, quoi, comment, etc. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir, il faut être un vrai chimiste en ingénierie alimentaire pour savoir qu'est-ce qu'on peut manger ou pas. À moins que tu es certain qu'il n'y a pas de hametz dedans, tu es certain toi-même, d'accord, une tomate, bon, il faut y aller, pourquoi il y a de hametz dedans, c'est une tomate. Tous les produits manufacturés, il faut avec un herchel. Ça vaut la peine. Les pistaches même. Bien sûr, les pistaches, elles sont salées. Comment on fait pour faire coller le sel sur les pistaches? On prend un peu de farine. Il y a des dates pour le faire sécher, on met un enduit de hametz. Dans tout, il peut y avoir du hametz. Absolument tout, les choses les plus invraisemblables possibles. Donc, il y a une liste que le rabbin sort, et on fait d'après cela grande mitzvah de manger mal à Pessah. D'accord? Les Chassidim, ils mangent des patates et des carottes. C'est tout. Voilà. Nous, on peut faire un peu plus. Ok, on continue, j'étais encore en abdika. Donc on a vu le cas de celui qui quitte sa maison avant les 30 jours. S'il ne revient pas pendant Pessah, pas besoin de vérifier. Après les 30 jours, il doit vérifier ou vendre.
un moment, je sais que vous avez encore d'autres questions, je vais continuer sur ce sujet-là, une seconde. Dans tous les cas, si quelqu'un maintenant il a vendu sa maison à un goy, et il est invité chez ses beaux-parents, alors il ne fait pas de bdika, il n'y a pas de vérification à faire. C'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah, tashbitu, mitzvah tassé de la Torah, d'aller vérifier le chametz et de le brûler et de l'annuler. Mitzvah tassé de la Torah. Maintenant, quand il y a une mitzvah de la Torah, que je ne suis pas obligé de le faire parce que je n'ai pas d'obligation de le faire, ok, donc je ne suis pas obligé de le faire. C'est vrai. Mais néanmoins, il est marqué que quand tu as une mitzvah de la Torah, que tu pourrais te mettre en situation de oui obligation, et tu ne le fais pas, dans les cas où il y a ritra be'alma, il y a une ébullition dans le monde, ce qui est le cas aujourd'hui, le monde il va pas bien, il y a des guerres, il y a des attentats, alors on risque de payer aussi là-dessus. Il y a une facture là-dessus aussi. Pour ça que nous, juifs orthodoxes, nous portons un talit katan. Talit katan, qu'est-ce que c'est? On porte sous les habits un habit à 4 coins pour y mettre dessus un tzitzit. La Torah dit, si tu as un habit qui a 4 coins, tu dois mettre un tzitzit. Si quelqu'un n'a pas d'habit à 4 coins, il ne doit pas mettre un tzitzit. Exprès, on achète un habit à 4 coins pour faire la mitzvah de mettre le tzitzit dessus. Tu n'es pas obligé. N'achète pas l'habit à 4 coins, tu n'es pas obligé. Mais vu qu'en Idan Ritra, en période d'ébullition mondiale, il y a aussi une facture là-dessus, donc nous nous mettons en obligation d'avoir la mitzvah. Là aussi, il est extrêmement conseillé pour quelqu'un d'avoir un lieu qu'il doit vérifier. Donc s'il est invité chez ses beaux-parents, il demande à son beau-père, beau papa, s'il te plaît, octroie-moi cette chambre dans laquelle je vis. Tu me dis, voilà, cette chambre dans laquelle je suis là chez toi pour la fête, elle est pour moi. Elle est à moi, donc elle n'est pas à toi, c'est moi qui vérifie. Et lui, dès ce moment-là, tu as une obligation de vérifier avec la bracha. Si jamais ton beau-père dit non, tant pis pour toi, tu n'auras rien du tout, alors, il faut acheter une voiture. Si tu as une voiture, tu as l'obligation de vérifier dans la voiture. C'est comme une petite maison, d'accord? Avec bracha, on vérifie dans la voiture avec bracha. Ce sera que la voiture. Mais si quelqu'un a Nissa, avec sa valise, peut-être vous dire alors qu'il vérifie dans la valise, qu'il vérifie les poches. Non, ça déjà, il faut qu'il y ait un domaine. Il faut un petit quelque chose, un domaine dans l'espace dans lequel on habite, d'accord? Où on peut habiter, qui te donne l'obligation de vérifier. Mais vérifier les poches, on n'habite pas dans des poches, d'accord? Ni dans des valises. On habite dans une chambre ou dans une voiture. Au pire. Donc, chacun devra essayer, même si ce n'est pas à lui, il loue par exemple, il loue un hôtel, il loue une chambre, dans tous ces cas-là, il aura l'obligation de faire la vérification le 14 au soir avec bracha. Oui, ta question, mon cher ami. C'est dans le cas où il va passer toute la fête... Non, même un jour. Même un jour. Et on n'a pas dit que si c'était à moins de 30 jours, il faisait la petite cachée lui avant? C'est à moins de 30 jours avant la fête, il fait la vérification chez lui. Maintenant, s'il n'a pas fait la vérification, il a vendu. Ou bien il a fait la vérification, il n'a pas vendu, mais il a vérifié sans faire la bracha. Là, il y a une mitzvah de faire la vérification le 14 au soir. Ben, fais-la. Tu seras où le 14 au soir? Tu seras bien quelque part. Ce quelque part, vérifie. Ah, il faut que ça t'appartienne. Demande à quelqu'un de te donner un petit quelque chose qui t'appartienne pour faire dedans la vérification. D'accord. Et quand on l'a vérifié avant, c'est avec la bougie? Est-ce que avec la bougie. C'est obligé de le faire le soir ou pas? Oui. D'où on apprend cela? Si c'était autrement, on aurait pu faire la vérification le lendemain matin. A priori, pourquoi est-ce qu'on fait maintenant le soir du 14? Faisons le matin du 14. Parce qu'on dit que la lumière de la bougie, elle éclaire mieux la nuit. Est-ce qu'il faut à cause de ça maintenant éteindre la lumière et qu'il fasse tout noir avec la bougie comme ça? Non. Même avec une lumière du néon, les mènes fortes ou une lumière électrique, la bougie quand même est suffisamment grande, elle te sert à aller dans les coins. Et même si tu as beaucoup de lumière, c'est quand même pas comme le jour. Donc, a priori, on fera la vérification le soir avec une bougie et on peut laisser la lumière allumée. On peut ou il faut? On peut. Non, pas il faut. On peut. Les élus, comment c'est quoi? Enfin, je sais pas, moi, nous, on a l'habitude de faire en éteignant toutes les lumières. Il y en a une avec. Tu peux. Tu fais comme tu veux. Mais c'est marqué dans le livre que c'est pas du tout obligatoire. Tu peux le faire avec la lumière allumée. Pour venir sur ce que vous avez dit, si on passe les fêtes chez les beaux-parents, oui. Une femme qui passe les fêtes toute seule, elle doit racheter aussi? Elle a la mitzvah de... Elle est où? Elle a loué un endroit à elle? Oui, elle passe... Ok, une femme qui loue un endroit pour elle, elle est chayavet. Une femme qui est veuve par exemple, qui est divorcée, qui est seule, ou une fille qui est toute seule elle reste. Bien sûr, elle fait l'endroit. Bien sûr, les femmes sont obligées aussi de faire la vérification. Absolument. Ok? Quel point on n'a pas vu? Si quelqu'un arrive au milieu de la fête, quelque part, il est invité, à l'hôtel par exemple, il doit vérifier. Interdiction d'habiter dans un endroit
à Pessah dans lequel il n'y a pas eu de vérification. Il demandera. Par soi-même. Non, si c'était vérifié par quelqu'un d'autre, c'est valable aussi. Si c'était vérifié, tu demandes si c'est vérifié, ils te disent oui, tu peux compter là-dessus. S'ils te disent c'est pas très bien, tu vérifies toi-même. Le seul endroit où on peut rentrer durant la fête, bien que ça n'a pas été vérifié, c'est un endroit public, ou public ça veut dire dehors, la rue, d'accord, un magasin, ou même une synagogue. Si le préposé à la synagogue, il est parti à Hawaï, et il a sa synagogue comme ça avec toutes les coffrettes, c'est pas très agréable de prier comme ça à Pessah, mais c'est permis. Mais si tu vas chez quelqu'un, tu vas habiter chez lui, tu peux habiter chez lui qu'à condition que la vérification a été faite comme il se doit. Ça veut dire que si vous partez donc pour les vacances de Pessah, vous partez à Eilat, vous vendez votre appartement, vous arrivez dans un hôtel à Eilat, ça sous-entend que l'hôtel, vous ayez vérifié, que tout a bien été vérifié avant d'aller dans votre chambre. On sait bien que l'hôtel ne fait pas ça. Donc moi, quand j'arrive, je prends ma bougie et je vérifie dans ma chambre d'hôtel. Je ne peux pas vérifier tout l'hôtel, je vérifie ma chambre d'hôtel. Entre parenthèses, là, je te rappelle, Eilat sont considérés à tous égards, d'après tous les postes qui on est d'accord là-dessus, comme Chutz La'aretz, comme l'étranger. Donc on fait 2 jours Pessah et 2 jours, 7e jour de Pessah. D'accord? Pauvres Eilatiens qui sont considérés comme l'étranger. Hein? Pour les Israéliens. C'est quoi un Israélien? Il habite à l'étranger. C'est un nationalité israélien, mais il habite il n'y a pas de différence entre Eilat et New York. Tu as 1 million d'Israéliens à New York, tu as 100 000 Israéliens à Eilat. C'est Chutz La'aretz. À Sukkot par exemple. Ils font 2 jours. Enfin, le deuxième jour, c'est officieux. Quoi, Les- officieux les Israéliens. Quoi Israélien? Quoi Israélien? Et si on Ceux va qui dans une habitent, synagogue à Eilat, ceux ils vont qui faire- habitent la terre d'Israël, qui était sanctifiée par les 12 tribus qui sont sorties d'Égypte par Moshe Rabbeinu, et Josué a conquis. Et après c'était sanctifié par Ezra Sofer qui a conquis. Cette partie-là, qui sont la terre d'Israël, qui est la terre sainte, on fait 1 jour. Pourquoi? Parce que la lumière de la fête vient en 1 jour, elle peut passer. L'étranger, vu que c'est très impur, ça peut passer en 1 jour, ça passe en 2 jours. Donc on doit faire 2 jours. Eilat, c'est impur. Pas parce que c'est impur, parce que c'est Eilat, d'accord? Même quelqu'un qui va 10 km, il met sa tente près de Eilat, c'est très pur, il fait le désert et rien du tout. Vu que c'est considéré comme l'étranger, on fait 2 jours. Interdiction de mettre des tefilines. Et s'il mange du Hametz le 8e jour de Pessah, il mange du Hametz pendant Pessah. Mais ils font ça dans les synagogues là-bas? Ils le respectent ça? La halakha, elle est comme ça d'après tous les rabbanim. S'ils le font dans les synagogues sérieuses, absolument. Oui. Un jour en Israël et le deuxième jour, il va aller à Eilat. Non. Un Israélien, quelqu'un qui habite la terre d'Israël, la terre sainte, qui va à l'étranger le 8e jour de Pessah ou de Sukkot, il doit faire comme eux. Et grave, c'est pas que Eilat, c'est à Il partir mettra les tefilines en cachette chez lui à la maison. Vu qu'il habite la terre d'Israël, la terre sainte, à l'étranger il fait comme eux, mais en cachette il met les tefilines, et il fait les prières comme Israël, mais personne ne doit voir ça. Il lui va habiller en habit de Shabbat, à la synagogue, il va avec eux, tout ça, il fait les prières en douce, il fait les prières, pas de melachot. Le deuxième jour. Même dans sa chambre tout seul, aucune melach. Oui. C'est à partir d'où? C'est en dessous de Beersheba? C'est à partir d'où qu'on fait que c'est plus Israël? C'est... La mer morte, c'est... Mer Morte, c'est tout à fait Israël, c'est certain. Il faut descendre un peu plus bas de la mer Morte, après on part, si on fait, pour les gens qui me regardent, donc tu auras la mer Morte ici, tu descends un peu, ça fait comme ça, tac, ça remonte jusque vers la région de Gaza. Gaza, Gush Katif, ça fait quelque part par là-bas, par sa frontière d'Israël. Qui vit à Beyrouth, alors il doit faire quoi là-bas? Beyrouth, non. C'est pas Eilat. Non. Alors en Jordanie, juste derrière le Jourdain ou- Ça dépend en Jordanie quelle région. Tu as 3 régions. Tu as le Golan, où là on fait 1 jour. Tu as sous le Golan, c'est un Safek. Et encore plus bas, en face de la mer Morte, déjà 2 jours. Bon, messieurs, on n'est pas en train de faire les frontières de... On était sur la vérification du Hametz. Parce que vous allez en Méditerranée, j'ai entendu que... Alors oui, Si on va à l'hôtel pendant Pessah, à l'étranger, oui. on fait l'abdika, le frigo il est plein de Hametz. Qu'est-ce qu'on en fait? On doit le jeter? Qu'est-ce qu'on Le fait? frigo à qui? C'est le frigo de l'hôtel, de la chambre dans laquelle on est. Il y a des bouteilles de whisky et tout ça. Ouais, mais ils Bien font, sûr, hein. le Le mieux, c'est d'aller expliquer au directeur que tu es un marbré, et que chez toi, tu as une allergie au whisky durant. La présence de whisky dans ta chambre te rend malade. Ils font la ménagerie, mais... Ça c'est le mieux. Non, tu vas à Linton maintenant, personne n'est censé. Voilà. Je n'aurais ça, hein. Maintenant, sinon, Et là, quelle solution? Sur les défis, arabe. Ouais, il n'y a pas d'autre solution. Je veux dire qu'ils enlèvent Éliminer, voilà, et voilà. C'est à toi. À moins que tu fasses une combine avec le propriétaire de l'hôtel qui dise je vous loue la chambre sauf votre frigo. Ok, j'aimerais avancer.
La coutume est, quand on fait l'abdikat Hametz, on prend une petite assiette, on met dessus la bougie, c'est bien de mettre un peu de sel après la Kabbalah, ça fait partir les forces négatives, et auparavant, quand on va faire Arvit, la femme, elle prend 10 morceaux de Hametz, qu'elle va entourer, qu'elle entoure bien, s'il vous plaît, pas du papier aluminium, c'est pas bien. Pourquoi papier aluminium? Parce qu'après, il faut ouvrir le papier aluminium, parce que quand tu vas jeter après ce Hametz dans le feu, quand ça entoure le papier aluminium, ça va pas brûler, au contraire, ça va cuire, ça c'est un très bon pain chaud, d'accord? C'est ce qui est, donc tu ne vas pas brûler. Donc, on entoure de papier ou une chose pareille, une chose qui n'est pas trop granuleuse pour pas qu'il y ait des miettes partout, elle les cache dans 10 endroits différents dans la maison. Pas les endroits introuvables, les endroits où d'habitude il y a du Hametz. Ça sert à rien d'aller mettre un morceau de Hametz dans l'intersol, au fond, personne, les endroits normaux, d'accord? Moi je demande à ma femme d'habitude de noter où elle a mis, parce qu'elle oublie toujours. Dans le cas où on a oublié, alors c'est pas grave, à condition que chacun des morceaux soit moins de kazaït. Donc on s'arrangera de faire en sorte que chacun des morceaux soit moins de kazaït. Car on a déjà expliqué, je réexplique, si un morceau fait moins de kazaït et on ne sait pas où il est, alors il n'y a pas de problème de l'avoir en sa possession, vu qu'on fera après un bitoul, on va l'annuler. L'annulation dans le cœur, elle permet que dans le cas où tu as un morceau qui fait moins de kazaït, qu'il soit dans ta maison, tu ne sais pas où il n'est pas sous ta main, alors il est annulé par ton annulation, il n'y a pas de problème là-dessus. Après qu'on a fini la vérification, les morceaux de Hametz qu'on a trouvés et ceux qu'on se réserve pour demain matin pour le petit déjeuner, ceux qui veulent manger du pain le lendemain matin, ou pour les enfants, on mettra dans un endroit qui soit bien gardé. Pas qu'un enfant vienne, il commence à en prendre, et il va de nouveau dans toute la maison, il en met un peu partout, et là on doit refaire toute la vérification. Donc un endroit où il n'y a pas de danger, que les enfants viendront, et de nouveau il faudra refaire toute la vérification. Pourquoi 10 morceaux d'après la Kabbalah? Rabbeinu Hari dit que parce qu'on 10 sphères, d'accord, on met 10 morceaux, 10 sphères du mal, d'accord, on va aller rechercher le Hametz maintenant pour le brûler le lendemain matin. Donc plus d'un kazaït les morceaux, a priori c'est mieux. Moins de kazaït. Moins. Chacun des morceaux doit être moins que kazaït. Ouais, moins. Bien que les 10 ensemble vont faire 8 kazaït. Si quelqu'un n'a pas fait la bracha avant la vérification, il se rappelle au milieu, tant qu'il n'a pas fini la vérification, il peut faire la bracha. Il doit faire la bracha. Il peut faire la bracha, même si on a oublié, on peut le faire aussi plus tard. Tof, dès qu'on a fini la vérification, on fait le bitoul. Bitoul, annulation. On fera un bitoul, l'annulation le soir, en fin de vérification, et une annulation le matin, après qu'on aura brûlé. Elles sont différentes dans la formule. On va dire une certaine formule, ce n'est pas une formule magique, bien que c'est dit en araméen. Il est absolument nécessaire de comprendre ce qu'on dit. Parce que cette annulation dit dans mon corps, qu'est-ce qu'on dit? On dit, je vous dis en araméen comment on dit, kol hamira, tout chametz, dika bershuti, qui a en ma possession, des lo chazité ou des lo biarte, que je n'ai pas vu et que je n'ai pas éliminé, que je n'ai pas vu maintenant, j'ai vérifié ce que j'ai vu, je l'ai pris ici, les parties que je n'ai pas vues. Il y a une autre que j'ai éliminée, j'ai déjà, durant 10 jours maintenant, j'ai jeté la poubelle, j'ai nettoyé toute ma maison. Tout ce que je n'ai pas vu et pas éliminé, donc le Hametz qui resterait quelque part dans ma maison, ou en ma possession, que je ne sais pas, je ne sais pas où il est, je ne le vois pas et je n'ai pas éliminé, livtil, qui soit annulé, Véleve kafra dehara, et qui soit considéré comme la poussière de la terre. Ce n'est pas une incantation magique, c'est une compréhension avec ma tête et mon corps que j'annule tout Hametz qu'il y a en ma possession. Donc, quelqu'un qui ne comprend pas l'araméen, et hélas aujourd'hui c'est 98% du peuple juif, il le dira dans la langue qu'il comprend. Si c'est en hébreu, en français, en anglais, en esquimau aussi. D'accord? Comme il veut. Mais il faut, l'essentiel c'est comprendre. Donc qu'est-ce qu'il doit dire en français? Toute pâte fermentée, ou le vin, ou toute pâte fermentée, et le vin, qu'il y a en ma possession, que je n'ai pas vu et que je n'ai pas éliminé, qui soit annulé, est annulé et est considéré comme la poussière de la terre. Qui soit annulé est considéré comme la poussière de la terre. Ça concerne que ce qui va faire moins d'un kazaït. On a dit si ça fait plus d'un kazaït, ça l'annule quand même ou pas? Ça annule tout, bien sûr, ça annule. Alors dans ce cas-là, de peur qu'on le mange. Qu'arrête. Pourquoi il y en a un araméen? L'araméen, c'était la langue parlée à l'époque par nos ancêtres. La langue parlée était l'araméen. Si quelqu'un ne comprend pas l'araméen, ça ne sert absolument à rien de le dire. Mieux vaut qu'ils ne disent pas du tout, ils ne disent qu'en français la langue qu'il comprend. Ça ne sert à rien de dire une incantation, elle n'a pas de forme, ce n'est pas de la magie qu'on fait. Ce n'est pas une prière.
C'est comme un contrat, comme une annulation. Il ne la connaît pas la première année, mais maintenant, ça fait 50 ans qu'il l'a dit. Très bien. Si, c'est ce qu'il dit, c'est bon. Mais combien de gens ils prennent un siddur tout, c'est là qu'on lit, il le lit à travers, c'est pas ce qu'il dit. Si c'est ce qu'il dit, Si ça fait 50 ans, il le lit en arabien et en français, maintenant il sait ce qu'il dit. c'est bon. Si quelqu'un comprend ce qu'il dit, il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est comprendre. C'est une annulation qu'on fait avec le cœur et la tête. Ce n'est pas une incantation magique qu'on fait sans comprendre ce qu'on dit. Ok? C'est bien de le répéter 3 fois. Comme ça, c'est certain que c'est bien fait. Il y a une marloquette. Qu'est-ce que c'est que cette annulation qu'on fait dans le corps? Est-ce que c'est une annulation? Et on considère que c'est fait, on annule et on le considère comme la poussière de la terre, comme ça disent la majorité des décisionnaires. Il y a un avis, Tosfot, qui dit non, ce qu'on fait, en fait, on fait un hefker. Ce hefker, une désappropriation. Je dis, ça ne m'appartient plus. C'est bien, si on le dit 3 fois, de une des 3 fois, rajouter aussi la formule qui est d'après Tosfot, qui dit, alors on dira que tout le hametz, tout le pâte fermenté, tout le levain qui est en ma possession, qu'il soit annulé, qu'il soit considéré comme la poussière de la terre, et je m'en désapproprie. Leve hefkera. D'accord? Pas obligatoire, c'est bien. Ah, mais quelqu'un qui mange du hametz après avoir fait le premier bitoul, alors c'est un problème s'il a fait un bitoul. Non, on a bien dit, je suis mébatel que le hametz que je n'ai pas vu, que je n'ai pas éliminé. Maintenant j'ai encore 4 gâteaux à la crème mangés ce soir et demain. Il n'y a aucun problème. C'est pas ou que je n'ai pas vu, ou que je n'ai pas éliminé. Que je n'ai pas vu et pas éliminé. Ok? Les deux ensemble. Ken. Comme je dis, c'est le propriétaire du hametz qui doit l'annuler. Où qu'il se trouve, et c'est lui qui doit l'annuler. Dans le cas où il n'a pas fait, ou parce que c'est un ignare, ou parce qu'il a oublié, alors sa femme fera pour lui. Elle dira, tout le hametz de mon mari, qu'il soit annulé. Si maintenant le propriétaire du hametz a fait un délégué pour aller faire la vérification, mais lui il ne s'y connaît pas, il veut faire bien, écoute, je te fais déléguer, occupe-toi de tout, de A à Z. Moi je ne sais rien dire, je ne sais pas quoi, c'est un cours de Rav Shahir, à compris Internet, c'est trop compliqué, je ne comprends rien du tout. D'accord? Fais-le pour moi, toi tu as compris le cours, ok, alors tu peux faire un délégué comme ça. Dans ce cas, le délégué dira tout le hametz il dira le nom de la personne, Richard Ben Guigui, d'accord? Richard Ben Guigui, tout son hametz, que tout son hametz soit annulé et soit considéré comme la poussière de la terre. C'est valable aussi. C'est pas le mieux c'est que le propriétaire lui-même le fasse, mais s'il ne fait pas, un autre pourra le faire à sa place. Pour la bdika qui a été faite avant, oui. C'est une bdika, on doit juste chercher le pain ou on va faire la même cérémonie avec les 10 morceaux de pain et tout ça? C'est pas, les 10 morceaux de pain, c'est qu'une khumra. C'est pas obligatoire. Je pense pas que les soirs d'avant, il faut aller mettre 10 petits pains. Tu veux le faire, c'est pas interdit. Mais l'essentiel, c'est de vérifier avec une bougie qu'il n'y a pas de hametz. Et si on l'a fait, on doit garder les morceaux de pain pour les brûler Non. Si tu le veux, oui, mais c'est pas obligatoire. Toute cette histoire des 10 morceaux de pain, c'est une coutume. C'est bien, c'est appliqué Kabbalah, c'est bien, c'est pas du tout obligatoire. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quelqu'un, il est là par exemple pour les fêtes, il vient de New York, il vient de Los Angeles. Maintenant, lui, avant de partir, il a vendu sa maison au rabbin de Los Angeles. Maintenant, lui est en train de faire son seder ici. Comment ça commence? Kadesh, Urechat, il est comme ça, en train de boire son verre de vin, il mange la matzah. À Los Angeles, maintenant, c'est quelle heure? C'est 8h du matin. Et la vente de son hametz n'a pas encore eu lieu. Donc, cher monsieur, maintenant, tu as du hametz en ta possession, tu es en train de transgresser l'interdit de la Torah d'avoir du hametz. Avec la France, ça peut être aussi le cas. Quelqu'un, il est ici, alors c'est pas avec un décalage aussi grand, mais un décalage de bien 1 ou 2 heures. C'est-à-dire que la 6e, fin 5e heure, début 6e heure de la journée, il est interdit d'avoir du hametz en sa possession. À ce moment-là, la vente elle n'est pas encore effective en France, vu qu'ils ont un décalage de 1 ou 2 heures. Donc toi maintenant, bien que tu as vendu ton hametz au rabbin du coin, ton hametz maintenant n'est pas vendu à la bonne heure. Donc tu te transgresses interdit d'avoir du hametz en ta possession. Donc il est nécessaire de vendre son hametz à un rabbin du coin ici. Ou dire au rabbin en France, je vais en Israël, s'il vous plaît faites en sorte que la vente avec le goy ait lieu d'après l'heure israélienne. Sinon, tu transgresses l'interdit. Faire bien attention à cela. Ce n'est pas l'endroit où est le hametz, c'est l'endroit où je suis moi. L'interdit n'est pas sur le hametz. L'interdit il est sur moi. Donc moi je ne dois pas avoir du hametz en ma possession, bien que le hametz se trouve maintenant à Honolulu. Compris? Ok.
En ce qui concerne les choses qu'on doit éliminer, on a parlé maintenant du Hametz, qui est à l'état pur. C'est évidemment qu'il faut l'éliminer, tant qu'il est comestible par un chien qui a mangé depuis 3 jours. On a parlé des médicaments. Il y a encore 2 choses dont j'aimerais en parler. Des fois, des gens font des décorations avec des graines de blé et d'orge. Ils ont un beau tableau comme ça. Les enfants, ils ont fait tout un beau tableau. Alors, c'est du Hametz, d'accord? C'est des graines, de l'orge, avec de l'eau dessus, c'est du Hametz. Alors, si on a mis sur ces graines-là de la couleur ou de la laque, il y a des preuves de la Gemara comme quoi ça va. On peut le garder, il n'y a aucun problème. Deuxième cas dont je voulais parler aussi, les aliments pour les animaux. Quelqu'un maintenant, il a un aquarium avec des poissons exotiques qui valent $1000 le poisson exotique, et si tu les nourris de matzah pendant les 7 jours de Pessah, ils vont devenir rabbin, d'accord, un rabbin. Poisson qui devient rabbin, ça n'intéresse personne. Alors tu as maintenant de la nourriture, mais elle contient du Hametz. Alors c'est comme le cas des médicaments, avec une petite nuance comme ça. Si c'est un mélange de Hametz avec autre chose, et c'est pas mangeable par la majorité des êtres humains, alors c'est permis. Avec une condition supplémentaire, il ne faut pas qu'il y ait des morceaux de Hametz en eux-mêmes. D'accord? Quand on parle d'un mélange, c'est vraiment mélanger complètement. Ou une poudre, ou encore mieux, des capsules. Mais si tu as un petit grain de Hametz avec un autre petit grain de autre quelque chose, vu que tes petits grains de Hametz sont de Hametz pur, dans ce cas-là, c'est vraiment un problème. Il faudra donner le poisson exotique à son voisin chinois qui s'en occupera pendant les 7 ou 8 jours qui va le manger lui-même, ouais. Pour les 7 ou 8 jours de Pessah. On va s'arrêter ici. Baruch Adonai, Amen.